Vous vous appelez Yana Valença Oui, et vous signez aux éditions à la carte, vous co-signez en fait avec Claire Solène un livre oui, qui s'appelle Les épines d'une rose. oui. Alors on voit bien la rose qui s'épanouit, mais on voit qu'elle s'épanouit avec beaucoup d'épines en fait dans le titre que vous nous Oui, proposez. C'est l'histoire de votre vie en partie oui, et elle commence avec- en Amérique latine dans des oui, conditions quand même qui sont douloureuses. oui, exactement. C'était, voilà, c'est comme ça, j'ai tout fait pour survivre avec tout ça. Et voilà pourquoi j'ai décidé aussi de... J'ai eu beaucoup de chance, je dis maintenant que j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant que je me rends compte, après que j'avais écrit ces livres, que je me rends que j'ai beaucoup de chance justement d'être encore en vie, parce qu'avant, je ne voyais pas les choses comme ça. Parce que je dis, pendant en tout cas 44 ans, j'ai cru vraiment tout ce qui s'est passé avec moi, j'ai mérité. Parce que tous ceux qui m'ont fait, tout ce qu'ils ont fait avec moi, et chaque fois, c'était, voilà, tu as mérité. Ma mère, c'était, j'étais punie, tu étais une méchante fille. Les autres qui m'ont fait du mal, c'était pareil. Mon mari, avec tout ce qu'il m'a fait, quand il faisait ça, je demandais pourquoi. Il me disait, voilà, tu as mérité, tu m'as poussé à bout. Et voilà, c'était, pendant 44 ans, c'était comme ça, jusqu'au jour où j'ai dû quitter mon mari. J'ai dû me cacher pendant un mois. C'était une année vraiment très, très difficile. Que j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir parce que j'étais dans un monde, je passais dans un monde à l'autre, un autre monde que je ne connaissais pas, donc il fallait tout de suite s'élever, voilà, pour se battre pour la garde de ma fille. Si on commence par le début peut-être, vous Mhm. êtes né en Amérique latine, au Oui, Brésil, au Amérique du Sud, oui, au Brésil. au Brésil. Et Oui. puis déjà là, ça a été une condition assez difficile. Donc vous êtes arrivé rapidement à vous sentir coupable de quelque chose, au fond. Oui, il y a justement quelque chose que je n'ai pas mis dans ces livres parce que quand ma mère était enceinte de moi, elle m'a eu à 16 ans, elle a tout essayé pour avorter. Ça, justement, j'ai pas mis. Vous J'ai étiez pas- une enfant non désirée. Voilà, avant, je dis toujours, avant que je sois née, j'étais, voilà, j'ai déjà détesté, c'est dur à dire, mais c'est qu'est-ce que j'ai senti tout au long. Pendant les 44 ans de ma vie, c'était comme ça. Parce que je dis, voilà, j'ai mérité tout ça, il fallait que je sois plus là, ils ont raison, c'était comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis venue au monde, ma mère, elle ne voulait pas des enfants, je n'étais pas désirée du tout. Elle ne voulait même pas me donner des noms, c'est d'autres personnes qui m'ont donné un nom, un prénom. Et voilà, j'étais un peu à gauche, à droite, hein. Certes, demander de l'aide, d'autres, voilà, me fermer la porte, d'autres, elles avaient peur de moi parce que j'étais un enfant de la rue, donc un enfant de la rue, c'est dangereux pour une famille qui, justement, qui a jamais connu des difficultés pareilles. Donc pour eux, c'est pas possible qu'un enfant s'en sorte toute seule sans devenir un voyou, un bandit, comme on dit certains. Vous avez fait comment finalement? Vous avez été presque persécuté en même temps, vous avez grandi. Oui, alors moi j'ai grandi justement en regardant un peu ce qui se passait autour de moi, en faisant le tri aussi, en disant voilà, eux ils t'ont fait ça, mais toi tu n'as pas fait ça, parce que c'est pas bien. Mais tu sais pas comment faire pour échapper, pour pas qu'ils te fassent ça. Parce que, vous savez, quand vous êtes là, vous dites voilà, si je fais pas ce qu'ils me demandent, ils vont me tuer. C'était souvent comme ça. Parce que ma mère a certaines choses, justement, qu'elle m'a essayé de tuer plusieurs fois, certaines choses qu'elle m'a fait, que certaines choses, justement, je dû laisser faire, parce qu'autrement, elle allait encore me couper ou des gelettes, ou qu'elle aurait me tuer, carrément. Et justement, il y a un jour, j'ai quitté la maison, justement, à l'âge de 12 ans, c'est là que j'ai senti vraiment, je me rappelle toujours qu'il y a ces couteaux. Et là aussi, j'ai pas non plus écrit dans ces livres, parce qu'il y a tellement de choses. J'étais pressée de finir ces livres, parce que pour moi, c'était une vraie torture. De plonger, je m'excuse du terme, dans l'enfer, pour sortir ça. Parce que j'ai dû payer avec justement très cher, avec des cauchemars, avec des... Oui, parce que vous vivez des instants de torture, comme vous le dites Oui, là. Votre maman aussi, vis-à-vis de vous, elle est d'une violence pour ma inouïe. mère, j'avais pas le droit d'exister. Justement, j'étais vraiment celle qui l'a tenue tête pour venir au monde déjà, parce qu'il fallait pas que je vienne au monde. Donc, il fallait payer. Il fallait que je paye parce que j'avais déjà pas obéi déjà quand on était enceinte. Quelque part, c'était un peu ça. Mais je dis, voilà, j'ai vécu comme ça, jour à jour. Je dis, j'avance comme ça. On n'a pas le temps de réfléchir. On doit juste trouver un moyen très très vite pour rester en vie. On a juste, mon cerveau, il a appris justement à travailler très très vite pour trouver des solutions, pour vivre.
pas pour survivre, pas pour vivre. Parce en même temps, vous êtes une enfant, vous avez quelque part le désir d'un amour maternel. Vous avez cherché l'amour de votre maman. J'ai toujours cherché et chaque fois, c'était des coups que je prenais. Et j'ai retourné encore parce qu'un enfant, il dit toujours, elle va donner un jour, elle va me donner de l'amour, un jour, elle va me faire un câlin. Et voilà, on garde cet espoir. Et voilà, c'était comme ça jusqu'à mes 12 ans que j'ai compris. Aujourd'hui, elle va te tuer si tu ne quittes pas la maison. Et là, vous avez dû fuir. Je suis partie vers au milieu de la nuit. Justement, taper dans les portes pour demander de l'aide. Et voilà, ces jours-là, je n'avais pas de l'aide. Je dormais dans la rue. Parce que je tapais. Certains, ils ont ouvert. Ils m'ont demandé, t'es qui? T'es quoi? J'expliquais ma situation. Ils m'ont fermé la porte souvent. Alors, je dormais dans la rue ces jours-là. Bon, j'ai dit, bon, ça, c'était pas trop grave. Parce qu'avec ce que ma maman me faisait, c'était aussi terrible. Et voilà, je faisais un petit peu de travail à gauche et à droite, de couper des cannes de sucre dans les rizières, un peu partout. Je nettoyais des garages, je faisais un peu tout. Et voilà, de certaines personnes que j'étais chez eux, soit-disant fait le ménage, j'ai jamais rien eu non plus. Je demandais quelque chose, non, tu as fait le ménage, je te donne une assiette, ça arrête là. Alors après, j'ai continué, c'était comme ça, je dis bon, on continue jusqu'où ça va. Et voilà, c'était vraiment la survie, pas vivre, passer par une vie. Et le moment que tout le monde vous dit que c'est de votre faute, aussi, vous dites, bon, c'est de ma faute. Alors, je peux faire quoi? Je peux rien faire. Donc, c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison. Parce qu'après, il y a votre mère, et après, il y a tous les autres qui viennent après. Mais il y a eu beaucoup de personnes encore qui... Oui, il y a eu énormément, justement, comme cette dame qui m'a abordée dans la rue, quand j'avais justement 15 ans, 15-16 ans, en demandant qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Voilà, je me suis aussi à voir là. Mais après, c'était encore un autre, et encore un autre, et après, c'était mon mari. Cette dame, elle demande est-ce que vous vous occupiez de ses enfants, et finalement, c'était pas ce qu'elle voulait. Au début, j'ai cru. Je dis, voilà, j'étais toute contente de partir. Je dis, enfin, je vais m'occuper des enfants d'elle ailleurs, là où j'habitais, parce que c'était très très loin où elle habitait, parce qu'elle a dû signer justement un document pour moi pour que je quitte l'endroit où j'étais, parce que c'était d'un canton à l'autre, donc il fallait quand même la signature des parents. Déjà que j'avais pas, et voilà, elle se montrait responsable pour moi, elle a dû signer ses papiers. Justement, c'est là, en arrivant dans cette grande ville qu'elle habitait, que je croyais toujours qu'on est sorti de la bourse. Je dis, bon, d'accord, j'attends. Après, en montant, je trouvais de plus en plus spécial l'endroit. Jusqu'à quand je suis arrivée chez elle, elle n'avait pas des enfants. Je dis, où c'est des enfants? Elle a dit, ah, je l'ai mis ailleurs. Et après, juste après, je voyais un peu, j'entendais des coups de feu un peu à gauche, à droite. Je ne savais pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis je dis, bon, j'étais maltraitée un peu partout, j'avais beaucoup de choses, mais pas vraiment des coups de feu comme ça. Là, c'était vraiment... Et plus tard, j'ai entendu parler justement d'autres personnes, c'était une favela. Alors, c'était bizarre parce que vous étiez là, en train de faire la vaisselle, en train de laver les habits. Il y a un hélicoptère qui passait avec des personnes justement sur votre tête, vous étiez là. Et droit après, justement, vous entendez quoi, de coups de feu encore derrière la maison, ça fait bizarre, c'était très... Voilà, j'ai changé, tout le temps, j'étais des mondes différents. Chaque fois que quelqu'un me posait des vies différentes, des mondes différents. Donc, il fallait faire ça. Donc, c'était le système que j'ai toujours connu. Voilà, tu dois survivre, donc... Mais là, vous étiez devenue une servante, en fait, dans cette favela. Alors, depuis cette favela, il fallait quand même plus tard, comme elle a dit, apporter de l'argent. Et après, elle m'a jeté dans la prostitution. Parce que là-bas, où j'étais, personne ne pouvait... C'était encore, je dirais... les gens ne connaissaient pas d'où je venais. Et personne ne me donnait de travail parce que je n'avais pas un certificat, voilà, que j'étais tel et tel... je travaillais tel et tel endroit. Donc, il fallait ce certificat. Donc, je n'avais pas. Il fallait que je fasse ça. Il fallait que je survive. Parce qu'elle ne me donnait rien. Il fallait aussi que je la paye pour dormir. Il fallait que je paye tout. À la fin, j'avais plus rien. C'est elle qui prenait tout mon argent aussi. C'était pas différent de mon mari, je dirais, parce que lui, il m'a toujours tout pris aussi. Mais là, vous rencontrez donc cet homme à ce moment-là, qui va vous donner l'espérance de sortir de ça. Non, après cette dame, après cette femme, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait extrêmement mal. Comme... j'ai un policier
que j'ai rencontré juste après. Que soi-disant, lui, bon, j'étais à cette époque, je devais avoir, je sais pas, 17, 18 ans. J'avais un visage d'un enfant de 13 ans. Justement, donc j'ai attiré beaucoup ces personnes mal intentionnées. Voilà, c'est un visage d'ange, inoffensive. Et c'est pas plus tard que j'ai su que ces policiers avaient l'habitude de profiter des filles, et surtout des jeunes filles qui étaient seules. Voilà, et ils m'ont tapé. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Surtout un jour, quand j'ai cru que c'était mon or, et voilà. Que je suis partie en courant, ça aussi. Et après, ça continuait d'autres. Dans cette vie-là, il y a eu des viols, parce que voilà, la plupart des gens qui sont là, c'est ces filles qui travaillent, ces personnes qui travaillent dans la boîte de nuit, tout ça, il n'y a aucune valeur pour eux. Donc, on est là juste pour se faire profiter, ou je sais pas, ou des choses comme ça. Mais après, plus tard, j'ai connu mon mari, j'avais à peine 20 ans. C'était quelqu'un, je dis voilà, le jour que je l'ai connu, c'était aussi un moment où je disais voilà, je ne pouvais plus. Je dis, tu restes ici, tu as le choix, tu restes ici, ça va empirer. Tu pars avec lui, peut-être ça va aller mieux. Oui, parce que vous aviez un espoir finalement, cet voilà, homme se proposait de vous sortir de votre situation. Oui, il se proposait, il était gentil, il a pu aussi... Mais avant, bon, il m'a fait aussi une enquête sur moi. Maintenant que je me rends compte justement pourquoi il a fait cette enquête, parce qu'avant je trouvais normal. C'est en parlant avec beaucoup justement des psychologues, des médecins et des amis qu'ils ont dit non, là il a fait une enquête sur toi pour savoir si tu avais quelqu'un. Tu étais choisi. Maintenant je sais ça, mais avant c'était normal, c'était mon sauveur, c'était mon Joe. Voilà, je le suis les yeux fermés, je faisais tout ce qu'il voulait. Parce qu'on me disait toujours, tu dois faire comme ça, je dois t'éduquer comme ça, parce que tu n'as jamais été éduqué, donc je dois t'éduquer, tu dois faire tout ce que je veux. Et toutes les femmes font ça. Alors, j'avais aucun exemple à côté, parce que j'avais pas le droit d'avoir des amis. Je dis, voilà, c'est tout à fait normal, ici, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai tout ce que j'avais pas avant. Et lui, il disait toujours, tu vois, ici, tu as tout ce que tu n'as pas eu avant, qu'est-ce que tu vois de plus? Alors maintenant, tu fais exactement tout ce que je te demande. Et ça continue. Donc lui vous a emmené en Europe, mais il vous a utilisé, vous êtes devenu un peu son esclave d'une certaine manière. Maintenant, je me rends compte, oui, parce qu'avant, dans ces cercles, comme il disait tout le temps, du matin au soir, que c'était normal, que c'était de ma faute, qu'il fallait rien dire aux autres, parce que autrement les autres ils vont aller casser notre mariage, autrement les autres, ils vont pas comprendre, ça allait me faire du mal. Donc, il m'a isolée autour. Donc, je ne pouvais pas savoir si c'était mal, qu'est-ce qui était en train de se passer au début. Mais à quelque part, quand même, je savais, mais parce que justement, je me suis essayé de suicider quand même plusieurs fois en étant avec lui. Bon, et avant de me marier, justement, je suis restée ici presque 2 ans. Je sortais seulement avec lui. Autrement, si je sortais, c'est lui qui choisissait la personne que je sortais. Et lui disait, tu vas boire un café avec celle-ci, mais tu n'as pas intérêt à ouvrir la bouche parce qu'elle ne va pas te croire. Parce que tu sais, ici, tu n'es rien. C'est des amis à moi, ils ne vont pas te croire. Et c'est vrai, il avait raison, ça se passait comme ça. Alors, il fallait que je fasse tout, que je sois alors. Ici, par mal, alors, j'ai sorti de la maison, qui des fois, il laissait la clé. Je sortais de la maison, si lui me voyait sortir, ça c'était bien avant le mariage, lui me courait derrière en disant, tu rentres tout de suite, autrement la police va venir te chercher. Voilà. Lui, il savait aussi la peur que j'avais des policiers à cette époque, parce que justement, il y avait un policier qui m'a beaucoup battu. Il m'a vraiment... Oui, celui que vous aviez rencontré. Oui, il a fait des choses terribles avec moi. Donc, quelque part, j'avais gardé cette peur. Et lui, c'était toujours cette menace de pistolet, parce qu'il avait toujours 2 pistolets autour. Voilà, c'était sa façon à lui. Voilà, comme ça, elle a peur de moi. Et elle a fait tout ce que je veux. Et mon mari connaissait mon histoire. Lui, il utilisait souvent mon passé pour me garder sur son emprise, pour me garder sur son monde, pour pas que je le quitte. Et pour pas que je parle à d'autres. Donc, devant les autres, plus tard, il fallait que je fasse bonne figure
Parce que c'était comme ça. Autrement, j'ai passé pour une folle, comme on le disait souvent. Vous êtes dans une situation terrible, là. Finalement, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous parliez la langue? Oui, je suis en... Bon, pour écrire, j'ai perdu pas mal, et aussi pour parler, parce que je parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent... J'ai pas beaucoup de contacts avec des personnes qui parlent portugais. Mais là, Et- vous aviez appris le français à ce moment-là, ou vous le saviez déjà? Alors, j'étais souvent enfermée à la maison. Alors, j'ai appris le français tout au début en regardant les dessins animés. J'ai la facilité d'apprendre les langues très vite. Et après, justement, plus tard, quand je suis mariée avec mon mari, il m'a payé des cours de français pour que je puisse travailler dans son hôtel très vite. Mais avant, je savais déjà beaucoup en regardant, parce que de toute façon, j'étais enfermée toute la journée. La seule chose qu'il y avait, c'est la télé à regarder. Alors, j'ai appris très très vite le français en regardant justement la télé. Et après, plus tard, après le mariage, et j'ai suivi des cours intensifs pour mieux travailler dans son hôtel et pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens me disaient pour travailler dans le restaurant, l'hôtel, le petit déjeuner, tout ça. Et voilà comment j'ai... Vous avez donc quand même une grosse faculté d'adaptation, parce que vous vivez des situations qui sont terribles, et puis vous vous en sortez quand même à chaque fois. Oui, c'est possible, c'est à cause justement de tous ces vécus que j'ai eus. Peut-être c'est parce que j'ai toujours dû me battre pour survivre et tout de suite trouver des solutions pour pas que les gens me tuent. Alors je dis voilà, attention, automatiquement, mon cerveau, il y a un changement radical. Et maintenant que je suis plus avec lui, je sens aussi une différence. Mon cerveau, il va encore plus vite maintenant. C'est comme s'il va rattraper à quelque part toutes ces années qu'il était étouffé d'apprendre, qu'il était interdit d'apprendre. Je dis pas étouffé, interdit. Alors maintenant, j'ai une sensibilité en plus niveau justement le cerveau, que ça fait que je vais très vite, je trouve très très vite des solutions. Justement, pendant que quelqu'un cherche comment trouver cette solution, et moi j'ai déjà trouvé, mais pour certaines choses, justement, je dis voilà, j'ai trouvé la solution, mais j'ai besoin de l'aide pour les mettre en pratique. Alors ça, il y a quelque chose en plus qui a développé chez moi. Dans mon cerveau, ça, c'est parce que justement, il a dû toujours se battre pour trouver des solutions. Parce que j'avais pas des minutes, j'avais des secondes quand, depuis petite et dans mon mariage. Voilà, tu as quelques secondes, tu dois trouver quelque chose, autrement, celui-ci va te faire ça, il va te tuer là. Alors donc, il fallait tout de suite. C'était vraiment... c'est bizarre parce que c'était comme des petites flashs. Je dis voilà, alors d'un coup, je dis, ah, essaye ça. Après, j'ai essayé. Ah non, ça marche pas. Il trouve une solution parce qu'il a un couteau. Alors lui, attention, il a un coup de bambou à la main. C'est comme ça. Parce qu'avec ma mère, c'était tout le temps comme ça. Je ne savais jamais quand elle allait me couper de gilet, quand elle avait essayé de me menacer avec le couteau, quand elle avait me taper avec des coups de bambou. Vous avez développé des mécanismes, ou tout un art de survie finalement. Oui. Et après, dans mon mariage, c'était pareil. Alors comment vous êtes sortie de ce mariage, qui a été lui aussi pénible? Alors, j'ai sorti de ce mariage justement parce que plus tard, quand ma fille était à l'école, j'ai essayé de faire des connaissances avec des personnes. Vous avez eu un enfant? Oui, j'ai été enceinte 3 fois. La première fois, ma première fille elle est décédée. Le deuxième, malheureusement, il est décédé, au bout de 4 mois de grossesse. Il est décédé. La troisième, j'ai dû me battre pour l'avoir parce que après, les médecins m'ont dit comme quoi c'était très difficile d'avoir des enfants avec la première césarienne qui était faite parce que ça ne jouait pas. Alors j'ai fait un traitement très puissant pour avoir des enfants pendant 8 ans. Et justement, j'ai fait une insémination artificielle et sans compter ce traitement, c'était vraiment un traitement à choc, je dirais, parce que c'était aussi très dur, ce traitement. Et après, j'ai eu la chance d'être enceinte une 3e fois. Et une fois que j'étais enceinte, voilà, il fallait que le médecin m'a dit que ma fille, elle avait énormément de chances d'être trisomique. Alors, il fallait que je fasse un deuil en étant enceinte, il fallait que je fasse un deuil d'un enfant qui était en bonne santé. Voilà, il fallait que je fasse ce deuil-là pour recevoir l'enfant qui était trisomique. Alors, pendant ma grossesse, je fais le deuil. J'ai eu 7 mois et demi pour faire le deuil.
que j'aurais un enfant en bonne santé. Ils avaient déjà tout programmé la césarienne parce que déjà à 5 mois, j'ai failli la perdre. À 7 mois et demi, ils ont fait cette césarienne. Et là, j'ai vu que le bébé était très bonne santé. Maintenant, c'est une grande fille qui a 2 têtes plus que moi et qui a une très bonne santé. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire dans une vie d'épine, comme vous avez dit. Oui, mais grâce à elle, justement, je dirais qu'après, j'ai pu justement chercher de l'aide, grâce à elle, chercher de l'aide pour que d'autres personnes essayent de me dire si c'était normal ou pas. Parce que je voyais qu'il y a certaines choses que mon mari faisait avec elle à la maison. Que je dis, mais ça, c'était pas normal. Et mon mari disait, oui, c'est normal, tu sais rien. Tu n'as jamais eu des parents, comment tu peux savoir? Mais j'ai senti que quelque chose ne jouait pas. Alors, quand elle a commencé l'école, j'ai essayé d'avoir des contacts. Pas essayé d'avoir des contacts, j'étais à la cour d'école, je me cachais dès que je pouvais parler avec une autre personne, j'ai essayé en cachette de mon mari. Et après, pour sa première communion, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que je pu parler un petit peu, qui après m'a présenté un autre ami à elle, que cet autre ami m'a amené dans une association. Et dans cette association, j'étais pendant, en tout cas, plus de, je dirais, 5-6 fois, pour réécouter, pour savoir vraiment c'était ça. Je dirais même pendant une année. Avant de prendre une décision, j'étais une année dans cette association, souvent, pour comprendre. Et chaque fois, la personne me répétait tout le temps la même chose. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas normal. Non, c'est de la maltraitance. Non, ça va encore empirer. Et c'est là, cette dame, elle avait raison. Et j'ai pu, après, très difficilement, j'ai dû fuir ma maison pendant un mois avec ma fille, cachée pendant un mois, dans un studio qui n'était pas loin de la maison. C'était très difficile de quitter la maison avec ma fille parce que pour moi, dans ma tête, même à ces moments-là, je faisais quelque chose de faux. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai trahi mon mari, j'ai désobéi à mon mari. Alors mes amis et l'association, ils ont eu beaucoup de mal après pour pas que je retourne avec mon mari, parce que je voulais encore retourner avec lui. Parce que dans ma tête, j'étais méchante. J'étais mauvaise, donc lui, c'était quelqu'un de gentil. Il fallait que je retourne avec lui. C'est bien, un fort sentiment de culpabilité. Oui, et lui, il était derrière avec ses menaces. Il a menacé même de kidnapper ma fille pendant que j'étais loin, si je vais rentrer par la maison. C'était des messages d'un côté, tout est ta faute, de l'autre côté, tu reviens, je t'aime, de l'autre côté, non. C'était très perturbant. J'étais complètement perdue. Et j'étais mariée pendant plus de 24 ans. Et c'est tout ce que j'ai connu après juste avant que je suis arrivée ici. Et voilà, dans ma tête, c'était mon sauveur, rien d'autre. C'était, voilà, tout le monde avait tort. C'était lui, c'était le père de mes enfants. Il avait raison de tout ce qu'il me disait. Et d'autres disaient non. Tu vois, là, c'est pas qu'il ne doit pas t'obliger à manger. Là, il ne doit pas prendre tout ton argent. Là, tu dois suivre un médecin. Lui, il ne doit pas être derrière pour pas que tu parles au médecin. Qu'est-ce que toi? Mais il disait, mais non, lui, il fait ça parce qu'il a des soucis. J'inventais toutes les excuses possibles au début pour le protéger, même loin. Et voilà, il Vous étiez dans l'emprise finalement d'un manipulateur, quelqu'un qui s'est joué de vous. Oui, c'est quelqu'un que des fois, il arrive à se montrer gentil pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Une fois qu'il a qu'est-ce qu'il veut, il vous méprise. Il vous trouve toutes les fautes, tous les mots, toutes les fautes de mots, tout ce qui se passe de votre faute. Par exemple, il me disait même que j'étais la pire chose qui arrivait dans sa vie. Quand une fois il m'a dit, je n'oublierai jamais, il dit comment ça s'est fait. Quand je crois avoir maté, tout rebondit et je dois encore faire plus fort. Moi, je ne comprenais rien, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Lui, il rigolait. Alors c'était tout le temps comme ça. Alors après, avec la naissance de ma fille, c'était pire. C'était pire parce qu'il se servait de mon rôle de mère pour me dénigrer, pour m'humilier. C'était horrible, c'était une vraie torture. Et lui disait ça devant ma fille. Après, à la longue, je dis, ma fille, elle voyait que papa, à quelques moments, elle disait pas, réagissait pas. Alors papa, il avait raison, quelque part. C'est comme ça. Et lui, il disait, tu vois,
quand il y avait la télé, lui disait, maintenant je veux que tu te taises, tu vois. Il y a quelque chose d'intelligent dans cette maison, la télé. Parce que tu es trop bête, heureusement que la télé m'instruit. Tellement que tu es bête, tu ne comprends rien. Alors je croyais. Je disais, il a raison. Alors je me taisais. Alors des fois, il disait, dois te faire taire ta fille maintenant. Parce que tu es une mauvaise mère, tu n'arrives pas à bien l'éduquer. Et je disais, ma fille, écoute, papa, il va regarder la télé, fais pas de bruit. Et puis à un moment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va plus, parce que je voyais que ma fille, elle commençait à faire comme moi. Son père était devant la télé, elle était assise au coin, et elle regardait, on n'avait pas le droit de la télécommande, rien. Je commençais à la voir. Je dis, mais pourquoi elle fait comme moi? Et c'est là que je dis, elle est en train de prendre mon exemple, lui, il est en train de faire avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Elle a été la révélatrice, en fait, de ce que vous viviez. Alors, j'étais en train de la regarder, je me voyais moi assise, quand elle était assise au fauteuil, comme ça, sans bouger. Je me voyais moi assise sans bouger, parce que lui me disait, tu restes tranquille, tu ne bouges pas. Je dis, mais c'est pas normal. Il y a quelque chose, justement, qui s'est passé dans ma tête à ces moments-là. Je commençais à réveiller petit à petit. Et quand il a vu que j'étais en train de me réveiller petit à petit, il était encore plus fort. Là, c'était... je ne pouvais plus ouvrir la bouche parce que j'étais schizophrène. J'étais tout ce qu'on peut imaginer. Il me trouvait... Il allait jusqu'à enregistrer des émissions à la télé, par exemple, sur des médicaments que je prenais, qui lui-même, il disait, tu dois prendre parce que tu as des problèmes psychiques. Il allait juste enregistrer ces émissions en disant, regarde, tout cela, il prend ces médicaments que tu prends. Donc, ce sont des fous. Alors, toi aussi, tu es folle. Alors, cette émission, tu dois la regarder parce que tu vas te la reconnaître là-dedans. Et j'ai regardé. Je disais, c'est possible qu'il a raison, je dois prendre ces médicaments. C'était chaque fois pareil, par exemple, pour manger, on n'avait pas le droit, on devait manger qu'est-ce qu'il voulait. Après, quand ma fille elle a commencé à grandir de plus en plus pour pouvoir parler, s'exprimer, elle devait lever la main à table, et même comme ça, elle ne lui donnait pas la parole. Alors c'est moi qui devais me mêler. Je dis, maintenant, c'est le tour de ta fille, elle doit parler. Et là, il se servait aussi d'elle en disant, arrête maintenant, tu vois, la sème les années entre nous. Pourtant, c'était un enfant. Elle a sème les années entre nous, regarde maintenant. Maintenant, tu ne m'écoutes plus à cause d'elle. Donc, au fond, je n'avais pas le droit d'exister pour ma fille. C'est par exemple, des fois, je me rappelle toujours quand elle avait 3 mois. Quand j'ai pris ma fille dans les bras, lui disait que j'appoissais, je la gâtais trop. Et quand je la lâchais, elle pleurait, il dit, tu vois, comme tu es une mauvaise mère, je plains cette fille. Tu vois, maintenant, tu la laisses pleurer. Elle n'a même pas de chance d'avoir une mère, vraiment pas de chance d'avoir une mère comme toi. C'était comme ça. Quoi que vous fassiez, vous aviez toujours vu négativement, toujours reproché. Toujours, je me rappelle toujours que une fois à Noël, plusieurs fois, je passais dans la rue parce qu'il fallait plus attendre que c'est calme, une fois jusqu'à 1h du matin. Et souvent, c'était... et chaque fois que je sentais qu'il allait arriver à la maison, on avait la boule. Je vais courir, je devais tout de suite trouver des solutions. Comment faire pour me préparer à tel événement qu'il allait me dire. Comment j'allais faire pour protéger ma fille quand lui il allait arriver. Qu'est-ce qu'il allait dire à ma fille que je devais quand même intervenir pour pas que justement il la blesse. C'était tout le temps comme ça. Et après, quand je la protégeais à certains moments, certaines choses qu'il lui disait, là il était encore très très en colère. Là il disait, mais tu vois, t'as la fille et t'as la mère. Vous êtes vraiment tous les deux vous à rien. C'était comme ça. Et après, c'était non. Un jour d'après, c'était ta maman, elle a des problèmes psychiques. Hein. Tu dois écouter ton papa. Elle est schizophrène. Elle a des graves problèmes. C'était souvent comme ça. Et devant ses amis, c'était quelqu'un de parfait. Par exemple, on allait tous les dimanches à la messe, parce que comme il me disait toujours, si tu ne vas pas tous les dimanches à la messe, tu as le diable dans le corps. Alors, on allait à la messe, j'allais à la messe avec lui. En sortant de la messe, l'enfer continuait derrière la porte. Mais on sortait dehors, on était toujours main dans la main. Beaucoup de gens qui disaient, mais vous êtes vraiment un couple, un très joli couple. Je disais, oh, merci, c'est gentil. Il lui disait, ah, mais vous savez, c'est normal. Voilà. Nous avons même passé une fois dans les journaux, dans
soi-disant, on était un joli couple, avec notre société comme ça. Personne ne voyait rien. Et si j'allais pas à la messe avec lui, il disait, si tu ne viens pas à la messe, tu dois forcer ta fille à venir avec moi. Et je devais le faire. Si je ne faisais pas, c'était des insultes du matin au soir. Et il ne me laissait pas dormir. À 2 heures du matin, il était encore en train de me crier dessous que j'étais la pire chose qui était dans sa vie. Il me mettait des fois dehors. Et après 10 heures même, j'ai oublié. Je ne peux même pas aller dehors. Personne ne va vouloir de toi tellement que tu es bête, que tu es moche. C'était comme ça, au quotidien. Mais comment est-ce qu'on échappe à ça? Parce que vous l'avez dit, c'est quotidien. Ça veut dire que petit à petit, il y a une destruction de l'identité de la personne, de qui on est. Et vous êtes sorti de ça. Comment vous avez fait? Quand j'étais avec lui, j'ai commencé à dire, tu n'existes pas. Tu n'existes plus. Tu fais comme il veut, parce que tu n'as pas le choix. Parce que j'ai commencé à demander de l'aide autour de moi au début du mariage, mais les gens ils me trouvaient un peu trop bizarre. Ils disaient, mais des fois, tu es un peu bizarre, on ne te comprend pas. Mais l'aide que je demandais, c'était des amis à lui, parce que moi, je ne pouvais pas avoir des amis à moi. Comme il disait, tu ne pouvais pas avoir des amis. Si quelqu'un va être ami avec toi, c'est juste pas pitché, parce que tu es qu'une pauvre fille. Alors, je dis, bon, il a raison. C'était comme ça, tout le temps. Et vous finissiez par croire à ses propos. Maintenant, j'appelle ça un lavage de cerveau. J'appelle ça un lavage de cerveau. Il m'avait enlevé le mien et a mis un autre à la place. Alors, justement, j'ai eu beaucoup de force. Bon, ça fait 3 ans. J'ai beaucoup de courage, beaucoup de force de lutter, justement, parce que j'ai connu après la psychiatrie. Quand j'étais en psychiatrie, ma fille était dans une famille d'accueil, donc il fallait tout de suite trouver un moyen pour sortir de la psychiatrie parce que ma fille avait besoin de moi. Et lui était en train de chercher un moyen pour rentrer à la maison. Donc j'ai risqué de sortir de la psychiatrie avec lui à la maison. Parce qu'il a réussi à manipuler énormément des professionnels autour qui étaient là pour aider les victimes. Lui, il a réussi à manipuler, à rentrer, à faire comme un serpent, à manipuler tout le monde. Et après, il disait tout le temps, vous savez, elle était en psychiatrie. Je vous ai dit, elle a vécu des choses terribles. C'est quelqu'un qui a de graves problèmes psychiques. Alors lui, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, il est très posé. Et moi, j'ai toujours parlé avec le cœur et parfois peut-être avec ma colère. C'était une colère qui sortait, donc j'ai parlé un petit peu plus fort pour dire, écoutez-moi, bon sang, vous ne m'écoutez pas. Et la seule chose qu'ils voyaient en moi, souvent ces personnes, c'était « Ouais, son mari, il a raison. Regarde comme elle parle. Elle n'est même pas capable de parler correctement. Elle s'énerve, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est incapable. Elle a besoin d'un tutelle et d'un grand psychiatre parce qu'elle est malade psychique. » C'est ça que souvent les gens voyaient en moi. Et lui, par derrière, il applaudissait. Vous n'aviez plus personne à qui parler finalement. J'avais justement, je dis, un ami qui est toujours là, justement, que c'est Claire qui m'a aidée. Elle m'a jamais lâchée, elle est toujours là. J'ai vu aussi un autre ami, mais Claire était un peu plus disponible aussi. Celle avec qui vous co-signez le livre? Oui, elle m'a été là souvent. Elle m'a vu vraiment dans des moments que j'étais à terre. Elle m'a ramassé à la petite cuillère souvent. Quand d'autres ne voyaient pas, elle voyait comment ça se passait. Elle était au courant justement des dossiers juridiques, tout ce qui était en train de se passer, parce qu'à un moment donné, tout m'est tombé dessus en même temps. Il a réussi à gagner, il a baissé la pension. Et après, j'ai dû me battre aussi devant la protection de l'enfance, parce que lui, il manipulait tout le monde. Il réussissait à rentrer et manipuler tout le monde. Et voilà, c'est épuisant, parce qu'à la longue, c'était épuisant. Il y avait un moment que je dis, moi, j'arrive plus, je vois plus le bout. C'était, bon, je dis, bon, ma fille, elle a besoin de moi, il faut que j'aille. Et après, en même temps, il fallait chercher aussi une formation, parce que mes opérations de mes bras sont toutes échouées. Et donc, malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé de formation, je suis toujours, voilà, c'est un peu compliqué. Et voilà, mais à quelque part, je dis, une fois que j'avais fini ce livre avec Claire, j'ai décidé dans cette horrible histoire, il y a quand même quelque chose qui doit quand même sortir, quelque chose de bien, mais pour les autres. Que je puisse aider les autres, pour pas qu'ils se retrouvent dans des situations comme moi j'ai retrouvé, pour pas qu'ils se sentent coupables et qu'ils restent
dans cet enfer quotidien qu'ils vivent avec leurs enfants. Alors justement, je dis à quelque part, j'espère que cette histoire va servir, d'autres personnes vont se reconnaître là-dedans, en disant voilà, donc c'est pas juste qu'est-ce que je suis en train de vivre. Pour se libérer de ce mensonge quotidien. Voilà, et c'est pour ça qu'après, juste après, nous avons décidé de créer justement cette association aussi qu'on travaille avec des bénévoles, justement pour pouvoir aller plus loin, pour aider les autres victimes. Oui, c'est l'association Yana, c'est ça? Oui, l'espoir d'Yana. L'espoir de Yana. Et quand on rencontre comme ça, j'ai envie de dire, sur son chemin de vie, autant de démons, qu'on vit en un enfer au quotidien, est-ce qu'on a une place encore pour Dieu? Vous savez, je vais vous dire comment j'ai su que Dieu existait. À 5 ans, j'avais quoi, 5-6 ans, j'ai jamais entendu parler de Marie, de Joseph, de Jésus, rien. Je savais tout simplement qu'il y avait une force en haut, supérieure, qui était là, autour. Mais je savais que je n'étais pas seule. Parce que j'étais souvent enfermée quand j'étais petite, sans nourriture. Et souvent, je devais apprendre à méditer très très vite pour imaginer de l'autre côté, que j'étais de l'autre côté de la porte, où il y avait la lumière, où il y avait un festin. Ça veut dire qu'il y avait la lumière, il y avait à manger. Alors je me mettais contre un mur, j'imaginais, déjà depuis toute petite, parce que souvent ma maman m'enfermait sans rien à manger. Des fois j'avais de l'eau avec du sel, des fois j'avais quelques feuilles de batates, et des fois c'était comme ça, des fois il n'y avait rien. Il fallait s'habituer avec cette douleur que vous avez au milieu du stomac quand vous n'avez rien à manger. J'étais très maigre, mais je dis bon, c'est comme ça, il y a la langue, je dis peut-être qu'on s'habitue. Il y avait des moments qu'il n'y avait rien, il devait faire avec. Et après, dès que la porte elle était ouverte, que ma mère a oublié la porte ouverte, sans clé, j'ai sorti, j'allais un peu à gauche et à droite. Et quand ma mère elle partait des fois, parce qu'elle partait souvent, des fois elle partait à moi, je ne la voyais pas. Alors j'ai essayé de me débrouiller quand j'avais 8 ans, 9 ans, à gauche et à droite, je faisais tout n'importe quoi pour avoir un petit peu d'argent pour manger, parce qu'autrement j'avais rien. Et donc là, vous avez développé petit à petit une expérience de méditation, de prière? Oui, je ne disais pas Jésus, Marie, je disais s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un autour, aidez-moi. Et c'est bizarre parce que ces frissons que j'avais avant, elles sont revenues maintenant, ces frissons. Je peux dire que des fois, certaines frissons elles sont bonnes, des fois elles sont mauvaises. Peut-être c'est à cause que j'ai cette sensibilité aussi en plus que j'ai développée avec tout ce que j'ai vécu. Mais je dis que des fois, il y avait certaines frissons quand j'étais petite et que c'était plutôt dans le dos, presque comme une caresse, comme des ailes. Comme si vous étiez levé. Porté un peu. Oui, porté. Ah, donc vous avez moins mal. Et vous avez moins faim. Vous n'avez pas faim et vous avez moins mal. Vous, quelque part, comme maintenant, avec mes douleurs, c'est très difficile. Alors, parfois, quand j'avance, je dis, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parfois, je me sens comme portée, un peu légère. Alors là, quelque part, je dis, voilà, tes douleurs, elles ne sont plus là. Même si c'est après, quand je me pose, je sais qu'elles sont là, mais je dis, c'est comme ça. Parfois, c'est inexplicable, mais bon, c'est qu'est-ce que je sens. Je sais que pour certaines personnes, ils vont dire, bon, elle a aussi un grand, mais c'est qu'est-ce que je ressens. Yana Valença, comment vous expliquez qu'en étant passé par toutes ces épreuves, vous n'ayez pas, vous, développé des espèces de mécanismes d'imitation, vous n'êtes pas devenue méchante ou violente ou manipulatrice? Comment vous avez fait pour rester pure face à tout ça? Déjà, il faut faire déjà la différence, je dirais, entre le bien et le mal. Je dis, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, alors ils m'ont fait ça, je vais faire ça. Alors, j'ai choisi, toute seule, mon chemin, sans que personne dise, voilà, ça c'est mal, ça c'est bien. Là, tu gagnes rien. Ou ils ont fait ça avec toi, tu as vu comme tu as souffert, alors on va de ce côté-là. Mais plus tard, j'ai discuté avec d'autres personnes, plus tard, ça fait pas longtemps en arrière, justement quelqu'un qui est aussi écrivain, je parlais aussi avec son épouse, et eux, ils ont parlé, ils dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi
on appelle ça la résilience. Ça veut dire que tu es plus forte, justement la résilience elle était plus forte justement que ta souffrance, toute la violence que tu as vécue. C'est pour ça que tu ne répètes pas à ton prochain tout ce que tu as vécu. Voilà pourquoi tu es dans ces chemins-là. Mais c'est vrai que avant je n'entendais pas, j'ai jamais entendu, j'ai toujours dit bon c'est un miracle quelque part, ou dans ma tête quelque part c'est toujours un miracle quand même. Mais pour d'autres ils appellent ça la résilience.